Mes enfants adultes m'ont convaincu que j'étais trop vieux pour gérer mon propre argent. Alors, ils ont pris le contrôle de mon portefeuille de 2,3 millions d'euros. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis conseiller financier retraité et que je documentais secrètement leurs tentatives de me manipuler financièrement. La manipulation a commencé si subtilement que j'ai failli la manquer. Presque. Mais quand vous avez passé 40 ans à aider les gens à protéger leurs richesses contre les prédateurs, vous développez des instincts qui sont difficiles à ignorer, même quand les prédateurs sont vos propres enfants. Cela a commencé il y a 3 mois, lors de ce qui aurait dû être un agréable dîner dominical dans ma maison à Lyon. Rebecca, ma fille, et Jason, mon fils, me rendaient visite plus fréquemment depuis la mort de Catherine l'année dernière, ce que j'avais d'abord interprété comme une préoccupation pour leur père veuf. La salle à manger semblait trop grande sans la présence de Catherine. Sa chaise vide en bout de table, un rappel constant de tout ce qui avait changé. Mais avoir mes enfants là, avec le mari de Rebecca, Marcus, et la femme de Jason, Elena, comblait une partie du silence qui était devenu mon compagnon constant. La conversation s'était déroulée normalement. Jason discutant de son cabinet d'avocat, Rebecca me tenant au courant de son entreprise de conseil en marketing, les bavardages familiaux habituels qui me faisaient me sentir moins seul dans cette maison qui bourdonnait autrefois de l'énergie de Catherine. Puis, Marcus, le mari de Rebecca, a fait un commentaire qui aurait dû être un signal d'alarme. « Thomas, tu sais, gérer toutes ces affaires financières seul doit être accablant », dit Marcus, gesticulant vaguement autour de ma salle à manger, avec ses meubles en acajou et son lustre en cristal, indicateur de la vie confortable que Catherine et moi avions construite au cours de 40 décennies de planification soigneuse et d'investissement intelligent. Surtout à ton âge, avec tout ce que tu as traversé cette année. À ton âge. L'expression planait dans l'air comme la fumée d'une cigarette que personne ne voulait reconnaître. J'avais 68 ans, pas 98 ans. Mon esprit était aussi vif qu'il l'avait été quand je conseillais les clients sur la diversification de portefeuille et la planification successorale. Mais Marcus continuait, sa voix portant ce ton particulier que les gens utilisent quand ils essaient de paraître serviables tout en livrant une insulte. Rebecca et moi en avons parlé et nous pensons qu'il pourrait être temps d'envisager de laisser quelqu'un d'autre gérer les décisions financières quotidiennes. Tu sais, te soulager un peu. Rebecca hocha la tête, ses cheveux blonds captant la lumière du lustre que Catherine avait choisi il y a 15 ans. « Papa, nous nous inquiétons juste pour toi. Tu as semblé oublieux dernièrement, et gérer un portefeuille comme le tien nécessite une attention constante. » Oublieux. J'avais oublié de retourner un appel téléphonique la semaine précédente parce que je recherchais les tendances du marché pour mes investissements personnels. J'avais momentanément égaré mes lunettes de lecture le mois précédent, les retrouvant exactement où je les avais laissées sur mon bureau dans le brûlot. Ce n'étaient pas des signes de déclin cognitif. C'était la distraction normale d'un homme s'adaptant à la vie sans sa femme de 42 ans. Mais Jason rejoignit le corps, sa voix portant l'autorité qu'il avait apprise à l'école de droit et perfectionnée dans les arguments de salle d'audience. « Papa, nous avons tous remarqué de petites choses. Tu as payé la même facture 2 fois le mois dernier. Et tu as appelé Rebecca Catherine dans notre conversation téléphonique la semaine dernière. » Le paiement de facture était une erreur, rapidement corrigée quand j'avais équilibré mon chéquier le jour d'après. Appeler Rebecca du nom de sa mère avait été un moment de chagrin, pas de confusion. Catherine et Rebecca partageaient des manières, des façons d'incliner la tête quand elles écoutaient, et sous certains éclairages, la ressemblance était suffisamment frappante pour me surprendre. Mais mes enfants construisaient un narratif de déclin qui convenait à leurs objectifs plutôt qu'à la réalité. « Nous pensons, » ajouta Elena, sa voix douce mais insistante, « qu'il serait mieux pour tout le monde si Jason et Rebecca prenaient en charge votre gestion financière. Ils comprennent votre situation et ils veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. » Ce qu'il y a de mieux pour vous. L'expression qui lance 1000 trahisons, livrée par des gens qui ont décidé qu'ils en savent plus que vous sur votre propre vie. J'avais posé ma fourchette soigneusement, le poids de leur présentation coordonnée s'installant sur moi comme une couverture lourde. Ce n'était pas une conversation spontanée née d'une véritable préoccupation. C'était une intervention planifiée, soigneusement chorégraphiée pour me faire sentir incompétent et reconnaissant de leur offre d'aider. « J'apprécie votre préoccupation », avais-je dit, gardant ma voix calme, malgré la colère qui montait dans ma poitrine, « mais je suis parfaitement capable de gérer mes propres finances. »
Le regard qui passa entre Rebecca et Jason fut bref mais révélateur. Ils s'attendaient à une résistance et ils y étaient préparés. « Papa », dit Rebecca, se penchant en avant avec l'expression qu'elle avait perfectionnée enfant quand elle voulait quelque chose. « Nous ne remettons pas en question votre capacité, nous questionnons s'il est juste de mettre tout ce stress sur vous. » Stress. Gérer le portefeuille qui avait grandi grâce à des investissements prudents et des stratégies conservatrices pendant 4 décennies n'était pas du stress. C'était un but. C'était le point culminant de tout ce que j'avais appris sur la construction et la préservation de la richesse. C'était ironiquement mon héritage pour eux. Mais ils continuèrent leur campagne tout au long du dîner, chacun contribuant des éléments à l'argument que je devenais un fardeau pour moi-même et par extension pour eux. Marcus mentionnait la fraude financière des personnes âgées, peignant des images de conseillers prédateurs et d'escrocs qui ciblaient les seigneurs vulnérables. Elena parlait de la complexité des marchés modernes, comme si je n'avais pas navigué ces complexités depuis avant sa naissance. Au moment où le dessert fut servi, la tarte aux pommes préférée de Catherine que j'avais appris à faire dans les mois depuis sa mort, ils avaient présenté un cas complet pour que je renonce volontairement au contrôle de ma vie financière à eux. « Réfléchis-y, papa », dit Jason alors qu'il se préparait à partir. « Nous pouvons mettre en place un système où tu es encore impliqué dans les décisions importantes, mais Rebecca et moi gérons la gestion quotidienne. Cela te donnerait la tranquillité d'esprit. » Tranquillité d'esprit. Une autre expression qui sonne attentionnée, mais signifie souvent quelque chose d'entièrement différent. Après leur départ, je me suis assis dans mon bureau, entouré des étagères en maacajou que Catherine avait insisté pour que la pièce paraisse chaleureuse et intellectuelle. Les volumes reliés en cuir sur la théorie des investissements et l'analyse de marché semblaient me narguer. Toute cette connaissance, toute cette expérience, apparemment inondégueulable parce que j'avais atteint un âge arbitraire où mes propres enfants se sentaient autorisés à questionner ma compétence. Mais quelque chose dans leur présentation me dérangeait au-delà de la condescendance évidente. La coordination était trop parfaite, les arguments trop polis. Ce n'était pas une conversation familiale qui avait évolué naturellement à partir de la préoccupation, c'était une intervention planifiée, soigneusement chorégraphiée pour me faire sentir incompétent et reconnaissant de leur offre d'aider. « J'apprécie votre préoccupation », avais-je dit, gardant ma voix calme, malgré la colère qui montait dans ma poitrine, mais je suis parfaitement capable de gérer mes propres finances. Le regard qui passait entre Rebecca et Jason fut bref mais révélateur. Ils s'attendaient à une résistance et ils y étaient préparés. « Papa », dit Rebecca, se penchant en avant avec l'expression qu'elle avait perfectionnée enfant quand elle voulait quelque chose. « Nous ne remettons pas en question votre capacité, nous questionnons s'il est juste de mettre tout ce stress sur vous. » La première chose que j'ai découverte était que l'entreprise de conseil en marketing de Rebecca n'était pas aussi successful qu'elle l'avait prétendu. Une simple recherche des dossiers publics montrait que sa SARL avait demandé une prolongation fiscale, habituellement un signe de problème de flux de trésorerie. Sa présence sur les réseaux sociaux, qu'elle gérait pour les clients, montrait des dîners coûteux et des achats de luxe qui semblaient incompatibles avec quelqu'un dont l'entreprise avait des difficultés. Le cabinet d'avocats de Jason racontait une histoire similaire. Son entreprise avait récemment perdu un client important, information disponible dans les journaux légaux. Et sa femme Elena avait posté sur des rénovations coûteuses de leur maison à Caluire-et-Cuillère. Rénovation de cuisine, nouveaux meubles, une installation de piscine qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de beaucoup de gens. L'image qui émergeait était troublante. 2 enfants adultes vivant au-dessus de leurs moyens, regardant leur père s'asseoir sur un portefeuille substantiel pendant qu'ils accumulaient dettes et pressions financières. Mais j'avais besoin de plus d'informations avant de tirer de conclusions. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai commencé à prêter plus d'attention à nos interactions. Rebecca appelait plus fréquemment, ostensiblement pour vérifier mon bien-être, mais ses questions se concentraient de plus en plus sur mes activités quotidiennes. Avais-je payé les factures à temps? Pensais-je à prendre mes médicaments? Avais-je parlé à mon conseiller financier récemment? La question sur les médicaments était particulièrement révélatrice. Je prenais un médicament contre la tension artérielle à faible dose, prescrit après un examen de routine qui avait montré des lectures légèrement élevées. Normal pour un homme de mon âge, gérant le chagrin et le stress. Mais Rebecca faisait sonner ça comme si je gérais un régime médical complexe qui nécessitait une surveillance constante.
L'approche de Jason était plus directe. Il a commencé à faire suivre des articles sur l'abus financier des seniors et les signes d'alerte du déclin cognitif, toujours avec des messages comme « J'ai pensé que tu devrais voir ça, papa » ou « Cela pourrait être utile à garder à l'esprit ». Les articles étaient réels, les préoccupations légitimes, mais l'implication était claire. Il préparait la documentation pour le récit que je devenais incapable de gérer mes propres affaires. Puis vint l'incident qui confirma mes soupçons. Je déjeunais avec mon ancien collègue et ami Robert Dubois, au Golf Club de Lyon. Robert avait pris sa retraite de la planification financière la même année que moi. Et nous avions maintenu une amitié construite sur des expériences partagées et un respect mutuel pour le jugement de l'autre. Nous discutions de la volatilité du marché et des stratégies d'investissement, le genre de conversation technique qui gardait nos esprits vifs. Quand Rebecca apparut à notre table, « Papa, tu vois là !» dit-elle légèrement essoufflée comme si elle avait cherché frénétiquement. « Tu as manqué ton rendez-vous avec le docteur Lemoine !» Je n'avais pas de rendez-vous avec le docteur Lemoine. Mon prochain examen médical n'était pas prévu avant un autre mois, et j'avais confirmé ça la semaine précédente. « Rebecca, je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, » dis-je calmement, bien que mon rythme cardiaque augmentait alors que je réalisais ce qu'elle faisait. « Si, tu en as un !» insista-t-elle en sortant son téléphone avec un geste théâtral. « Tu m'as appelé hier, inquiet parce que tu ne pouvais pas te rappeler si tu avais confirmé. Nous avons parlé de la façon dont tu avais des problèmes de mémoire et j'ai offert d'aider à garder trace de tes rendez-vous. » Robel observait cette performance avec le genre d'attention qu'il accordait autrefois aux documents financiers complexes. Son expression était neutre, mais je pouvais le voir procéder l'échange, notant les inconsistances entre l'histoire de Rebecca et la conversation vive et engagée sur l'analyse de marché que nous avions eue. « Je pense qu'il y a eu un malentendu, » dis-je en me levant de la table. « Robert, continuons cette conversation une autre fois. » Mais Rebecca n'avait pas fini. « Papa, c'est exactement ce qui nous inquiète. Tu sembles confus sur ton horaire et maintenant tu t'énerves à ce sujet. » Le mot « confus » fut délivré assez fort pour que les dîneurs voisins l'entendent. Avec « t'énerve » peignant une image d'un homme âgé ayant un effondrement public sur un rendez-vous manqué qui n'avait pas existé. Je quittais le club avec Rebecca, mais non sans avoir vu l'expression préoccupée de Robert et les regards curieux d'autres membres qui avaient été témoins de ce qui semblait être une famille, gérant la confusion d'un parent âgé. Dans la voiture, Rebecca continua sa performance. « Papa, je suis vraiment inquiète de ces pertes de mémoire. Peut-être devrions-nous prendre un rendez-vous avec un spécialiste ?»« Rebecca, dis-je, en gardant ma voix calme, il n'y avait pas de rendez-vous avec le docteur Lemoine. » « Bien sûr qu'il y en avait, » répondit-elle, son ton patient et condescendant. « Tu m'as appelé hier à ce sujet. Tu étais inquiet parce que tu ne pouvais pas le trouver dans ton calendrier. » Elle mentait avec telle confiance que quelqu'un de moins expérimenté dans la détection de la tromperie aurait pu questionner sa propre mémoire. Mais j'avais passé 40 années à aider les gens à naviguer des décisions financières, ce qui signifiait que j'avais appris à repérer la manipulation sous toutes ses formes. Ce soir-là, j'ai commencé à tout documenter. J'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur, protégé par mot de passe et sauvegardé dans un service cloud sécurisé, et commencé à enregistrer chaque interaction avec Rebecca et Jason qui semblait conçue pour saper ma compétence ou ma confiance. L'incident de faux rendez-vous était la première entrée, mais j'ai vite réalisé qu'il y avait eu d'autres tentatives, plus subtiles, que j'avais initialement écartées. 3 semaines plus tôt, Jason avait appelé pour demander si j'avais reçu un paiement d'un de mes comptes d'investissement. Quand j'avais confirmé que oui, il avait dit « Bien, j'étais inquiet parce que tu avais mentionné ne pas être sûr de ton horaire de dépôt direct. » Je n'avais jamais mentionné d'incertitude au sujet des dépôts directs. Mes revenus d'investissement arrivaient comme une horloge et je suivais chaque paiement dans une feuille de calcul que je mettais à jour mensuellement. 2 semaines avant cela, Rebecca était arrivée chez moi avec des courses que je n'avais pas demandées, prétendant que je l'avais appelée pour demander de l'aide pour faire les courses parce que j'étais devenu confus au magasin la semaine précédente. Je n'étais pas allé à l'épicerie cette semaine-là et je n'avais certainement pas appelé personne pour de l'aide. Il créait une version fictive de moi, oublieux, confus, incapable de gérer les tâches quotidiennes et documentait chaque incident comme preuve de mon déclin. Mais 2 pouvaient jouer au jeu de la documentation. J'ai commencé à enregistrer les appels téléphoniques, légal en France tant qu'une partie consentait, et à tenir des dossiers écrits détaillés de chaque interaction.
J'ai aussi commencé à poser des questions spécifiques conçues pour tester leur connaissance de ma situation financière réelle. « Jason, j'ai pensé à ajuster mon allocation d'actifs », dis-je lors d'un appel téléphonique. « Que penses-tu de déplacer de l'argent des obligations vers les REIT ?» Sa réponse était des conseils financiers génériques qui auraient pu venir de n'importe quel site web d'investissement, parsemés de phrases comme « c'est quelque chose dont nous devrions discuter avec ton conseiller » et « ça dépend de ta tolérance au risque ». Jason n'avait aucune idée de ce qu'était mon allocation d'actifs actuelle, quelle avait été ma tolérance au risque pendant la dernière décennie, ou quels investissements spécifiques composaient mon portefeuille. Il parlait de manager mon argent sans comprendre quel argent il managerait. La connaissance de Rebecca était encore plus limitée. Quand j'ai mentionné envisager une conversion Roth IRA, elle a répondu avec enthousiasme sur « maximiser les avantages fiscaux », apparemment inconsciente que, à mon âge et niveau de revenu, une conversion Roth créerait probablement plus de responsabilités fiscales que d'avantages. Il voulait contrôler un portefeuille de 2,3 millions d'euros sans comprendre la première chose sur comment il était structuré, pourquoi il était structuré ainsi, ou quelle stratégie avait été utilisée pour le construire et le préserver pendant 4 décennies. Mais leur manque de connaissances financières n'était pas leur plus grande erreur. Leur plus grande erreur était de sous-estimer leur target. J'avais passé ma carrière à aider les familles à protéger leurs richesses contre toutes sortes de menaces, volatilité du marché, incertitude économique, et oui, membres de la famille qui voyaient l'héritage comme un plan de retraite anticipé. J'avais vu chaque tactique de manipulation, chaque histoire larmoyante, chaque urgence qui prétendument nécessitait un accès immédiat à l'argent de quelqu'un d'autre. Leur stratégie de Rebecca et Jason était un manuel d'abus financier des personnes âgées, exécuté avec le genre de confiance qui vient de croire que votre target est trop vieille et confuse pour reconnaître ce qui se passe. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils pouvaient se tromper. La confrontation vint, prévisiblement, lors d'un autre dîner familial. Cette fois, ils amenèrent des renforts. Marcus et Elena, plus la fille adolescente de Rebecca, Sarah, ma petite fille, qui avait l'air mal à l'aise mais qui avait été clairement briefée sur son rôle dans ce drame. « Papa, nous devons parler de ta situation », commença Jason, sa voix d'avocat en plein effet. « Nous en avons discuté en famille et nous sommes tous d'accord que tu as besoin d'aide. » Tous ? Comme si mes finances personnelles étaient une question de vote familial. « Sarah s'est aussi inquiétée pour toi », ajouta Rebecca, en hochant la tête vers ma petite fille. Elle a mentionné que tu semblais confus lors de sa dernière visite. Sarah bougea mal à l'aise dans sa chaise, évitant le contact visuel. Quoi qu'on lui ait dit de dire, elle était clairement réticente à participer à cette intervention. « À quelle confusion spécifique faites-vous référence ?» demandai-je, dirigeant la question vers Sarah plutôt que Rebecca. « Maman a dit que je t'avais posé la même question 2 fois, mormonna Sarah, ne croisant toujours pas mon regard. « Quelle question ?» Le silence s'étira, jusqu'à ce que Rebecca intervienne. « Papa, tu n'as pas besoin d'interroger Sarah. Le point est que tout le monde a remarqué des changements dans ton comportement. » « Tout le monde sauf moi, dis-je, et tout le monde sauf Robert Dubois, qui a déjeuné avec moi la semaine dernière et a commenté à quel point mon analyse des tendances du marché était vive. Et tout le monde sauf le docteur Lemoine, qui m'a vu pour mon examen physique annuel et n'a noté aucune préoccupation cognitive. Et tout le monde sauf mon conseiller financier, qui me rencontre trimestriellement et n'a jamais exprimé de doute sur mon acuité mentale. » Marcus se pencha en avant, son expression sérieuse. « Thomas, parfois la personne qui éprouve des changements cognitifs est la dernière à les reconnaître. C'est pourquoi l'intervention familiale est si importante. » Intervention, je répétais le mot lentement, c'est ce que c'est ? Nous préférons penser à cela comme un soutien familial, dit Elena diplomatiquement. Le soutien familial serait de demander si j'ai besoin d'aide et d'accepter ma réponse. Ceci ressemble plus à une campagne coordonnée pour me convaincre que je suis incompétent. La composure de Jason se fissura légèrement. « Papa, nous essayons de t'aider avant que tu fasses une erreur sérieuse avec tes finances. » Quel genre d'erreur ? Eh bien, par exemple, tu pourrais tomber victime d'une arnaque, ou prendre des décisions d'investissement impulsives, ou mes enfants adultes pourraient me convaincre de leur donner contrôle de mon portefeuille pour qu'ils puissent résoudre leurs propres problèmes financiers. La déclaration atterrit comme une grenade au milieu de la salle à manger. Le visage de Rebecca devint blanc.
Marcus s'arrêta à mi-geste, son verre d'eau gelé à mi-chemin de ses lèvres. La bouche de Rebecca s'ouvrit et se ferma sans produire de son. Jason récupéra le premier. Son entraînement d'avocat entre en jeu. « Papa, c'est une chose terrible à suggérer. Nous n'essayons pas de bénéficier financièrement en t'aidant. » Alors, vous n'aurez pas d'objection à signer un document stipulant que toute gestion financière que vous fournirez sera faite sans compensation et avec transparence complète, incluant des rapports trimestriels sur toutes les transactions. « Ce n'est pas le point, » dit Rebecca, sa voix en montant légèrement. « Le point est que tu as besoin d'aide et nous sommes ta famille. Le point, dis-je, me levant de ma chaise, est que vous avez passé des mois à essayer de me faire du chantage psychologique pour que je croie perdre mes facultés mentales, afin que vous puissiez obtenir contrôle de mes finances. Pensiez-vous vraiment que je ne le remarquerais ? J'allai à mon bureau et revins avec un dossier contenant des copies imprimées de tout ce que j'avais documenté. Dossier téléphonique, transcription de conversations enregistrées, recherche financière sur les entreprises de Rebecca et Jason, capture d'écran de leurs posts sur les réseaux sociaux, montrant des achats coûteux tout en prétendant une préoccupation financière pour leur père âgé. Aimeriez-vous expliquer pourquoi l'entreprise de conseil de Rebecca a demandé une extension fiscale pendant qu'elle postait des photos d'un sac à main à 5 000 € sur Instagram ? Demandis-je, en étalant les documents sur la table. Ou pourquoi le cabinet de Jason a perdu le compte Morrison il y a 3 mois, pendant qu'il rénovait sa cuisine ? Le silence était assourdissant. Sarah avait l'air confuse et mal à l'aise, clairement inconsciente du drame adulte dans lequel elle avait été entraînée. Marcus et Elena semblaient calculer s'ils devaient continuer la performance ou couper leurs pertes. Rebecca trouva sa voix première. « Papa, tu nous espionnais ? » Je me protégeais de ce qui semblait être une tentative coordonnée de me manipuler pour abandonner contrôle de mes finances. « C'est de la pensée paranoïaque, » dit Jason, mais sa voix ne manquait de conviction. « Est-ce vrai ? Laissez-moi vous lire quelques citations d'appels téléphoniques enregistrés. » J'ouvris le dossier et sélectionnai une transcription. « Rebecca, il y a 3 semaines, je pense que papa semble vraiment confus sur son horaire de médicaments. Je m'inquiète qu'il puisse prendre le mauvais dosage. Pour mémoire, je prends une pilule de tension 1 fois par jour, même heure, chaque jour, et je n'ai jamais exprimé de confusion à ce sujet. » Le visage de Rebecca devint rouge. J'étais prudente. « Jason, il y a 2 semaines. Je pense que papa a encore oublié nos plans de lunch. Il a eu des problèmes avec son calendrier récemment. Pour mémoire, nous n'avions pas de plan de lunch, et tu as appelé pour annuler des plans qui n'existaient pas. » J'ai continué à lire de leurs propres mots, leur propre tentative de créer un narratif fictif de mon déclin, pendant qu'ils s'étaient assis dans un silence de plus en plus inconfortable. « Et voici mon préféré, dis-je, en me tournant vers une transcription plus récente. Marcus, il y a 5 jours, parlant à Rebecca dans ce que vous pensiez être un appel privé, nous devons accélérer là-dessus. Thomas est plus vif que nous l'attendions, et s'il commence vraiment à inquiéter sur nos finances, nous sommes finis. » Marcus pâlit. « Tu as enregistré une conversation privée entre moi et ma femme ? » « J'ai enregistré une conversation qui a eu lieu dans ma maison, sur mon téléphone, quand tu as appelé ma ligne fixe et Rebecca t'a mis sur haut-parleur, ne sachant pas que j'étais dans la pièce voisine. En France, c'est parfaitement légal. » La performance était terminée. Les masques étaient tombés, laissant derrière eux la pression financière désespérée qui avait motivé cette charade élaborée. « Écoute, dit Jason, abandonnant l'acte de préoccupation familiale, peut-être que nous nous y sommes mal pris, mais nous avons vraiment besoin d'aide. Elena et moi faisons face à quelques problèmes de flux de trésorerie temporaires et... » « Et vous avez pensé que me manipuler pour croire que je perdais la raison était préférable à demander un prêt ? Nous ne pensions pas que tu comprendrais, dit Rebecca doucement. Comprendre quoi ? Que vous viviez au-dessus de vos moyens et attendiez que je vous sorte de là ? Elena parla pour la première fois depuis ma révélation. Ce n'est pas si simple, Thomas. Nous avons des obligations, des engagements. Vous avez un mode de vie que vous ne pouvez pas vous permettre et des parents que vous pensiez pouvoir manipuler pour le financer ? La conversation continua pendant une autre heure. Rebecca et Jason alternant entre justifications défensives et excuses à demi-cœur. Ils s'étaient convaincus que leur pression financière justifiait leurs actions, que les parents âgés existaient principalement comme filet de sécurité pour les erreurs de leurs enfants adultes. À la fin de la soirée, plusieurs choses étaient claires. Ils n'avaient aucun remords pour la manipulation psychologique qu'ils avaient tentée. Ils croyaient encore mériter accès à ma richesse simplement en vertu d'être mes enfants, et ils essaieraient presque certainement à nouveau avec des tactiques différentes.
Je les accompagnai à la porte, avec la même courtoisie que Catherine avait toujours insisté que nous montrions aux invités, même indésirables. Mais comme Jason s'arrêtait sur le seuil, j'avais un message final. Je veux que vous compreniez tous les deux quelque chose clairement. J'ai passé 40 ans à protéger la richesse des gens contre les prédateurs. Je suis très bon à cela. Si vous tentez jamais de me manipuler à nouveau, si vous répandez jamais des mensonges sur ma capacité mentale, si vous tentez jamais d'obtenir un accès non autorisé à mes finances, j'utiliserai tous les outils légaux et financiers à ma disposition pour me protéger. Et ces outils sont considérables. Jason commença à répondre, mais je n'avais pas fini. Je vais aussi réviser ma planification successorale pour refléter ce que j'ai appris sur votre caractère. Les actions ont des conséquences, et les conséquences de tenter de frauder votre propre père sont permanentes. Après leur départ, je m'assis dans la chaise de Catherine en bout de table de salle à manger, quelque chose que je n'avais jamais fait depuis sa mort. La chaise qui avait toujours été la sienne semblait étrange, mais d'une certaine manière appropriée pour ce qui venait ensuite. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à taper. Le premier email était à mon avocate planification successorale, demandant une réunion pour discuter des révisions de mon testament. Le second était à mon conseiller financier, demandant de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires sur mes comptes. Le troisième était à Robert Dubois, m'excusant pour la scène au golf club et expliquant ce qui s'était réellement passé. Mais le document le plus important que je créais cette nuit-là était un rapport détaillé de tout ce que Rebecca et Jason avaient tenté, complète date, conversations enregistrées, épreuve de leurs motifs financiers. Je l'ai appelé « une étude de cas en manipulation financière familiale » et j'envoyais des copies au département des services de protection des adultes, au bureau du procureur général et au comité d'éthique du barreau de Lyon. Rebecca et Jason avaient essayé de me convaincre que j'étais trop vieux et confus pour gérer mon propre argent. En lieu de cela, ils avaient démontré qu'ils étaient trop malhonnêtes et désespérés pour être confiés avec l'argent de quelqu'un d'autre. Au cours des semaines suivantes, les conséquences de leurs actions commencèrent à se déployer. L'entreprise de conseil de Rebecca, déjà en difficulté, perdit 2 clients majeurs quand le mot se répandit sur sa tentative de manipuler son père âgé. La communauté d'affaires à Lyon est plus petite et plus interconnectée que la plupart des gens ne le réalisent, et les nouvelles voyagent vite dans les cercles où la réputation compte. Jason fit face à un problème plus sérieux. Le barreau de Lyon ouvrit une enquête d'éthique basée sur ma plainte qui documentait ses tentatives de manipuler un client potentiel, moi, à travers la tromperie et la fraude. Même si je n'étais pas techniquement son client, le barreau prenait une vue sombre des avocats qui utilisaient leurs connaissances légales pour exploiter les membres de la famille. Elena et Marcus se trouvèrent à gérer les conséquences sociales de leur participation au stratagème. La société lyonnaise opère sur des réseaux de confiance et de réputation, et leurs noms avaient été associés à des tentatives d'abus d'anciens. L'entreprise immobilière de Marcus souffrit alors que les clients questionnaient si quelqu'un qui manipulerait le père de sa femme pouvait être fait confiance avec leurs transactions immobilières. Mais la conséquence la plus significative fut le changement permanent dans notre dynamique familiale. Sarah, ma petite fille, me contacta indépendamment 1 mois après la confrontation. Elle avait 18 ans, assez âgée pour comprendre ce qui s'était réellement passé, et elle était dégoûtée par le comportement de ses parents. « Grand-papa, j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais dit que tu étais confus », me dit-elle lors d'un déjeuner que nous avions arrangé sans la connaissance de ses parents. « Maman m'a dit de dire ça, mais j'ai refusé. Je sais que tu ne perds pas la raison. Tu es probablement plus intelligent que nous tous combinés. » Le soutien de Sarah signifiait plus pour moi que je ne pouvais exprimer. Elle avait été prise dans un conflit d'adultes qu'elle n'avait pas créé, et elle avait choisi l'intégrité plutôt que la loyauté familiale. C'était un choix dont Catherine aurait été fière. « Tes parents t'aiment, Sarah, » lui dis-je. « Ils ont pris de terribles décisions parce qu'ils étaient désespérés, mais cela ne signifie pas qu'ils ne t'aiment pas. »« Peut-être, » dit-elle. Mais je ne les respecte plus, et je ne vais pas prétendre que ce qu'ils ont fait était acceptable juste parce qu'ils sont mes parents. 6 mois plus tard, je reçus un appel d'une productrice locale de télévision qui avait entendu parler de mon cas par des contacts des services sociaux. Elle travaillait sur un documentaire sur l'abus financier des personnes âgées et elle voulait m'interviewer sur mon expérience. « Monsieur Moreau,
Votre cas est inhabituel parce que vous avez reconnu et documenté la manipulation en temps réel, expliqua la productrice Linda Martinez lors de notre appel téléphonique initial. La plupart des victimes ne réalisent pas ce qui se passe jusqu'à ce que des dommages significatifs aient été faits. J'acceptais de participer, mais seulement à des conditions qui protégeaient ma vie privée, tout en permettant à l'histoire de servir d'avertissement à d'autres adultes âgés. Le documentaire, intitulé « Prédateurs familiaux », quand les enfants adultes deviennent la menace, fut diffusé 9 mois après ma confrontation avec Rebecca et Jason. Mon segment, filmé dans l'ombre pour protéger mon identité et incluait des enregistrements audio de leurs tentatives de manipulation et des commentaires d'experts sur les tactiques qu'ils avaient utilisées, la réponse fut étoufflante. Des centaines de téléspectateurs âgés contactèrent la station de télévision pour rapporter des expériences similaires avec leurs propres enfants adultes. Beaucoup avaient été manipulés avec succès pour abandonner le contrôle financier, seulement pour regarder leurs économies de toute la vie disparaître dans les dettes et dépenses de style de vie de leurs enfants. Mais la réponse la plus satisfaisante vint d'une source inattendue, d'autres professionnels financiers qui commencèrent à utiliser mon cas comme exemple d'entraînement pour leurs clients. Thomas, ta documentation est devenue un modèle pour comment se protéger de la manipulation financière familiale, me dit mon ancien collègue Robert Dubois lors d'un de nos déjeuners mensuels. J'ai eu 3 clients cette année qui ont reconnu des patterns similaires dans leur propre famille et ont pris des mesures préventives. Le modèle que j'avais involontairement créé incluait des signes d'alarme à surveiller, des méthodes de documentation qui pouvaient fournir une protection légale et des stratégies pour confronter la manipulation tout en préservant les relations familiales où possible. Mais peut-être que la leçon la plus importante était psychologique. Les adultes âgés devaient faire confiance à leur propre jugement, même quand les membres de la famille suggéraient qu'ils ne le pouvaient pas. La partie la plus difficile de l'abus financier des personnes âgées est qu'il vient de gens à qui vous êtes supposé faire confiance. Quand vos propres enfants vous disent que vous perdez la raison, votre premier instinct est de les croire. Mais la compétence ne disparaît pas du jour au lendemain, et l'expertise financière ne s'évapore pas à 65 ans. 2 ans après la confrontation, je reçus une lettre inattendue de Rebecca. « Papa, je sais que tu ne veux probablement pas entendre de mes nouvelles, mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant à quel point nous avions tort. La thérapie que je suis m'a aidé à réaliser que nous étions si concentrés sur notre propre stress financier que nous nous sommes convaincus que te manipuler était d'une certaine manière justifié. » La lettre continuait sur 3 pages, reconnaissant les dommages émotionnels qu'ils avaient causés et exprimant un remords authentique pour leurs actions. Elle ne demandait pas de pardon ou de réconciliation, ce que j'appréciais. Elle voulait simplement que je sache qu'elle comprenait la gravité de ce qu'ils avaient tenté. La lettre de Jason arriva 1 semaine plus tard, plus courte mais également authentique dans sa reconnaissance de mes faits. « J'ai trahi tout ce que tu m'as enseigné sur l'intégrité. J'ai utilisé ma connaissance légale pour essayer de frauder mon propre père, et je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. » Aucune lettre ne demandait d'argent, ce qui suggérait que le remords pouvait être authentique plutôt que stratégique. Mais le remords authentique n'efface pas les conséquences. J'avais révisé mon testament pour refléter leur caractère démontré. La majeure partie de ma succession va maintenant à établir une fondation concentrée sur la protection des adultes âgés contre l'abus financier, avec Sarah comme bénéficiaire principale et directrice éventuelle. Rebecca et Jason recevraient des montants symboliques, assez pour éviter les défis légaux, mais pas assez pour résoudre leurs problèmes financiers. L'argent qu'ils avaient essayé si fort d'accéder par la manipulation serait, au lieu d'utiliser, pour aider d'autres adultes âgés à éviter le traumatisme émotionnel qu'ils m'avaient infligé. 3 ans plus tard, à 71 ans, je conserve le contrôle complet de mes finances, ma santé et mes décisions de vie. Mon portefeuille a grandi à 2,8 millions d'euros grâce à une gestion soigneuse et des investissements conservateurs. Mon esprit est aussi vif que jamais, peut-être aiguisé par l'expérience de me défendre avec succès contre la manipulation coordonnée. Sarah a diplômé de l'université avec les honneurs et travaille à temps partiel pour la Fondation tout en poursuivant des études supérieures en travail social, en se spécialisant dans le plaidoyer pour les soins aux personnes âgées. Elle représente le meilleur de ce que les relations familiales peuvent être, aimantes, respectueuses et libres de manipulation. Jason et Rebecca ont tous deux stabilisé leur situation financière grâce au travail dur et à des dépenses réduites plutôt qu'à l'abus d'anciens. Nous maintenons un contact minimal, carte d'anniversaire et salutations de vacances.
Mais la confiance nécessaire pour des relations plus profondes fut définitivement endommagée par leurs actions. La fondation que j'établis, le Fonds Catherine Moreau pour la protection des anciens, a aidé des centaines d'adultes âgés à reconnaître et résister aux tentatives de manipulation financière. Nous fournissons de l'éducation, des ressources légales et du soutien émotionnel pour les adultes âgés qui se trouvent être des targets de prédateurs familiaux. Mais le service le plus important que nous fournissons est la validation. Quand les adultes âgés rapportent que leur famille essaye de les manipuler, nous les croyons. Nous n'assumons pas que l'âge égale automatiquement l'incompétence ou que les membres de la famille ont toujours de bonnes intentions. Lors de conférences, je conclus souvent avec un message simple. Faites confiance à vos instincts. Si quelque chose ressemble à de la manipulation, c'est probablement le cas. L'âge et l'expérience ne vous rendent pas vulnérables, ils vous rendent précieux. Et les choses précieuses valent la peine d'être protégées. Mes enfants adultes m'ont convaincu que j'étais trop vieux pour gérer mon propre argent, alors ils ont pris le contrôle de mon portefeuille de 2,3 millions d'euros. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis conseiller financier retraité et que je documentais secrètement leurs tentatives de me manipuler financièrement. Ils apprirent, trop tard, que certains adultes âgés ripostent avec 40 ans d'expérience professionnelle et la patience de laisser les conséquences se déployer naturellement. L'argent qu'ils cherchaient si désespérément à accéder aide maintenant d'autres adultes âgés à se protéger contre les prédateurs familiaux. Parfois, la meilleure vengeance est de s'assurer que les victimes de vos attaquants deviennent les protecteurs de quelqu'un d'autre. Catherine aurait été fière de la fondation qui porte son nom. Elle aurait été moins fière de la nécessité de son existence, mais elle aurait compris pourquoi protéger les adultes âgés de leur propre famille était devenu ma carrière finale. À 71 ans, j'ai appris que l'âge n'égale pas automatiquement la sagesse. Mais l'expérience combinée avec la vigilance peut vous protéger de presque n'importe quelle menace, même quand cette menace vient de gens que vous avez élevés, éduqués et aimés. Rebecca et Jason pensaient qu'ils pouvaient manipuler un vieil homme qui avait oublié comment se protéger. Au lieu de cela, ils découvrirent que certains vieux hommes se souviennent exactement comment riposter, et ils ont les ressources pour faire compter le combat. Faites confiance à vos instincts. Documentez tout et n'assumez jamais que les relations familiales fournissent une immunité contre le comportement prédateur. Certaines leçons coûtent 2,3 millions d'euros à apprendre. D'autres coûtent des relations qui ne peuvent jamais être réparées. Le choix de quelles leçons vous apprenez dépend de combien bien vous vous protégez quand les gens qui sont supposés vous aimer décident qu'ils aiment votre argent plus. Mes enfants pensaient qu'ils visaient un vieil homme confus. Ils visaient en fait un conseiller financier retraité avec 40 ans d'expérience à protéger les gens contre les prédateurs. Les prédateurs, dans ce cas, étaient ses propres enfants.